toutes ces dénominations ne sont pas forcément de même rang. La question, c'est qu'est-ce qui les hiérarchise et quelle hiérarchie existe entre un courant, une tradition, une école, un cursus universitaire, etc. Qu'est-ce qui les hiérarchise? S'agit-il simplement d'une question d'échelle? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, que l'école et la tradition scientifique ne se situent pas à la même échelle? Sûrement, mais comment s'articulent tradition et école dans un même champ de savoir? Je pense qu'on ne le sait pas très bien. C'était la première série. Quel rapport entre école et paradigme? Alors c'est ce que j'ai encore le temps. Quel rapport entre école et paradigme? C'est une question que je trouve tout à fait redoutable et que je traite d'un point de vue extrêmement limité, qui est celui des structuralismes, et qui me paraît favorable à poser cette question, qui me paraît spécialement favorable. Est-ce qu'il y a un paradigme structuraliste? Si c'est vrai, quel est ce consensus qui produit des différences? Où se situe l'unité, etc., etc. Bon, puis il y a une deuxième série de questions qui touchent à la temporalité et à la, je veux dire, à la notion d'école comme catégorie historiographique. Est-ce que c'est une catégorie qui saisit quelque chose, effectivement, ou est-ce que c'est seulement, comme on le lit dans certains articles, par exemple, de la revue d'histoire des sciences humaines, tout à fait intéressant. Est-ce que la question de l'école, c'est seulement une question de labellisation? Un label, c'est-à-dire un label pour se rendre visible, pour se faire voir, comme on le recommande. Je pense à ça parce que bon, j'ai traîné quand même dans pas mal d'institutions. Il y a un projet de création d'une école de Paris, par exemple, autour du LABEX EFL. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, une école de Paris? Il y a une société linguistique de Paris. Est-ce qu'il peut y avoir une école linguistique de Paris? Qu'est-ce que ça signifierait? C'est pas un projet à rejeter, il n'est pas ridicule, mais il faudrait encore le penser. La dimension temporelle, c'est cela. D'abord, est-ce que l'école n'est pas une notion seulement rétrospective? On peut dire qu'il y a eu l'école parce qu'on est sorti de l'école, donc ça se désigne de l'extérieur, parce qu'on est passé à une autre époque, et que l'idée, l'identité de quelque chose de cohérent apparaît seulement avec le recul. Mais ça c'est la question de la labellisation. Voilà, on a un repère, on met un label et on fait entrer dedans tel, on exclut tel autre, etc. Et on esquisse une sorte de cheminement historiographique qui doit permettre de mettre de l'ordre dans quelque chose qui apparaît, sinon une poussière empirique immaîtrisable. Mais il y a un autre problème, c'est un problème qu'on trouve alors cette fois chez Kuhn, qu'on trouve aussi chez certains sociologues de la science, en particulier chez les disciples de Merton, et je pense au seul livre auquel il faut rendre hommage dans un colloque comme le nôtre, sur les écoles linguistiques qui existent, à ma connaissance, véritablement, et qui pose le problème de fond, c'est le livre d'Olga Amsterdamska, Schools of Thought, qui est paru en 1987. Olga Amsterdamska nous a quittés il y a quelques années, prématurément, mais qui est un livre tout à fait passionnant de ce point de vue. Dans le livre et dans la sociologie mertonienne de la science ou des connaissances, dans le livre, on voit bien que Olga Amsterdamska organise les écoles sur un plan chronologique. Les écoles se succèdent, comme chez Kuhn, même si Kuhn et Merton, c'est l'opposé d'une certaine manière, ils ne sont absolument pas d'accord, pas vraiment. Comme chez Kuhn, les paradigmes se succèdent.
ils ne coexistent pas. La question que je poserai moi, que je me poserai, c'est celle que mon objet d'étude, les structuralistes, pose. Peut-on parler de paradigme s'il y a plusieurs écoles? Si les écoles travaillent à se différencier au moins autant qu'à se rassembler ou à s'unifier. Autrement dit, qu'est-ce qu'un domaine scientifique, ou pour parler comme Bourdieu, un champ scientifique, et comment le champ scientifique s'articule-t-il avec cette notion d'école? Deux moments, je vais essayer de suivre. Deux moments, j'ai jusqu'à la nuit, c'est ça, non? Jusqu'à 20. Deux moments. D'abord, rapidement, je vais emprunter à des collègues sociologues qui sont plutôt du côté de l'ethnométhodologie et de l'interactionnisme en sociologie, tentative que j'ai trouvée un peu par hasard, pas tout à fait, de caractérisation de ce qu'est une école aujourd'hui. C'est le premier point, je reviendrai. Et dans un deuxième temps, je reviendrai à la question donc, du structuralisme, des structuralismes, du paradigme et des écoles, à partir de quelques éléments insuffisants, mais que je crois un peu démonstratifs, non pas au sens où on aboutira à des conclusions fermes, mais permettant, ayant une valeur heuristique, disons, sur ces questions. Alors d'abord, la définition de ce qu'est une école dans le domaine des sciences humaines et sociales. J'ai trouvé cela un peu par hasard dans le compte-rendu d'un colloque qui a eu lieu en 2016, que j'aurais dû citer d'ailleurs tout à l'heure, comme un signe de ce frémissement sur les notions d'organisation des savoirs et des savants. C'est un colloque qui s'est tenu à l'Université de Bourgogne en 2016. En 2016, qu'est-ce qu'une école de pensée? Une grande partie des articles de la revue L'Histoire des sciences humaines que j'ai cité provient de ce colloque de 2016. Dans ce colloque de, je pense, jeunes sociologues, je ne connais pas, Manuel Quinon et Arnaud Saint-Martin, ont mis à l'épreuve cette notion d'école telle que l'a définie leur école de pensée ethnométhodologique, interactionniste, etc., qui est une école sociologique d'un type un peu particulier, à propos d'une école de pensée supposée en sociologie qui serait l'école du très controversé sociologue Michel Maffezoli, dont tout le monde a entendu parler parce qu'il a fait soutenir une thèse de sociologie à une voyante extra-lucide sur la voyance, entre autres aussi parce qu'il a été constamment nommé par le ministère dans les plus hautes instances du CNRS, puis au CNU en sociologie, etc. À chaque fois, il y a eu de grandes polémiques. Alors, je cadre là, de cette manière, cette tentative de définition de ce qu'est une école de pensée. Vous voyez tout de suite qu'on est dans un cadre polémique exacerbé. Il s'agit pour ces deux jeunes sociologues de montrer que l'entreprise maffezolienne, connue sous le nom de sociologie postmoderne de l'imaginaire, est une escroquerie. Je dis peut-être les choses plus carrément qu'ils ne le font, ils sont plus prudents que ça, hein. Mais en gros, ça revient à cela. Alors, cela les oblige donc à développer la notion d'école de pensée en 3, 4, 5 grands points. Une école de pensée, je reconnaîtrai s'ils ont raison, sur un plan morphologique et interactionnel. C'est une forme, une école.
Première chose, qu'on a déjà vu tout à l'heure, il faut un leader, de préférence un leader charismatique. En linguistique, on peut donner des noms. Yamslev, déjà pour Prague, on est embêté. Hein. Jacobson, Mathésius, Masaryk, je ne sais pas, Kousseevski, Karcevski, mais enfin on peut donner des noms. Bon. Il faut donc un leader charismatique. J'y reviendrai. Deuxièmement, ce leader doit disposer de capacités organisationnelles pour animer de manière régulière des événements scientifiques, promouvoir son programme de recherche. On voit chez certains collègues très bien ce que cela désigne. Troisièmement, ce leader ou patron, comme on parlait dans l'ancienne université, hein, mandarin quoi, est titulaire d'une chaire. Il occupe une position institutionnelle centrale, ce qui pose un problème pour certaines écoles. Il n'y a pas de chaire. Le lien avec l'université n'est pas simple. Il faut quatrièmement pouvoir connaître notre laboratoire, un petit cercle avec forte sociabilité des membres. C'est nous. Il faut que le patron, là ça peut se discuter, puisse influencer la carrière des autres membres du cluster. Il faut qu'il puisse les caser, quoi. Voilà. Il y a des exemples célèbres. En particulier, les sociologues prêtent toujours l'exemple de l'école durkheimienne en sociologie. C'est bien évident. Avec, à la même époque, on peut contraster la figure de Durkheim et celle de Tarde. Tarde est important au Collège de France, n'a jamais créé de sociologue tardien. Durkheim n'a cessé de faire des petits et d'essaimer non seulement dans la sociologie, mais également dans les sciences connexes, dans la pédagogie, jusqu'à la linguistique, j'allais dire, puisque son fils d'ailleurs devait faire une thèse avec Meillet. Bon. Sixièmement, le leader s'exprime de manière non conventionnelle. Je ne sais pas ce qu'ils sont allés voir par là. Et la tâche des disciples consiste à rendre compréhensible la parole du maître. Pourquoi pas? On a tous des exemples en tête, plus ou moins proches. Septièmement, existence de, entre guillemets, lieutenants, c'est-à-dire des étudiants qui sont proches du leader, qui vont prendre le relais de la promotion et de la diffusion et institutionnalisation de sa vision du monde après sa disparition. Voilà une question intéressante, la disparition du leader, mais elle est intéressante parce que pour certains sociologues de la science, etc., ce qui fait la réussite d'une école, c'est que, bien sûr, elle a eu un fondateur, mais qu'elle puisse ensuite se passer de ce fondateur, c'est-à-dire survivre au fondateur. C'est même le signe, donc, que cette école a une consistance temporelle véritable, et n'est pas simplement un label, donc, qui permet de se rendre visible. Neuvièmement, l'existence d'un mécène. Alors il paraît que ça existe dans nos domaines, j'en ai jamais connu, qui participe matériellement et financièrement à la promotion de l'école de pensée sans contribuer de manière significative à ces débats. N'oublions pas que les gens qui parlent sont dans le champ des sciences sociales et humaines. Pensez que par exemple des agences de marketing peuvent financer des travaux de sociologie, en particulier ceux de Maffezoli, dixièmement, l'existence d'un collège invisible. Alors cette expression qu'on trouve aujourd'hui partout redevient à la mode, le collège invisible. C'est ce qu'on appellerait, nous, le net, le réseau.
réticulaire, qui n'est pas forcément visible, c'est-à-dire qui ne concerne pas que le leader, les disciples, et le champ immédiat de l'organisation de l'école, mais qui réticule un peu partout dans différents champs. Et enfin, l'existence d'un réseau de contacts extérieurs permettant de placer ces mots. Ça, tous ces 10 critères concernent le plan morphologique et interactionnel, comme ils disent. Il y a ensuite le plan théorique et cognitif. Sur le plan théorique et cognitif, au premier plan, les deux chercheurs placent les deux chercheurs informés, c'est-à-dire qu'ils ont épluché toute la littérature sociologique sur les écoles. L'existence d'une connaissance spécifique tacite, intersubjective, entre les membres du groupe. On voit bien quel est le critère là, mais ce qui me paraît intéressant, c'est le fait qu'il met quand même l'accent, ce critère, sur un travail partagé. Ce qui est partagé, donc, c'est pas des idées, c'est un certain style, une certaine technique, par exemple en linguistique de terrain, par exemple, un ensemble d'expressions symboliques, une certaine épistémologie, un ensemble de valeurs, ça on peut le faire, ça on ne doit pas le faire, ça n'est pas autorisé dans le champ, une méthodologie, voire même une idéologie. Deuxièmement, cela définit d'une certaine manière la notion d'école comme indissociable de la constitution d'une forme d'orthodoxie plus ou moins explicite, mais semble-t-il dire plus ou moins tacite. Si on regarde autour de nous des gens qui travaillent depuis 30 ans, les uns avec les autres, ont certainement des habitudes de pensée, des réflexes qui sont effectivement acquis, mais qui sont acquis comme une sorte de seconde nature. Deuxièmement, cette forme d'orthodoxie affichée se distingue ou s'oppose à une autre orthodoxie. Elle marque donc une rupture. Toute la littérature sur les écoles, quels que soient les domaines, insiste sur ce fait que remet en cause, à mon avis, les écoles structuralistes. Ou alors qu'elles modulent, c'est-à-dire on est d'accord pour être contre ce qui précédait ou contre ce qui coexiste, mais en même temps nous ne sommes pas d'accord, en tout cas entre nous. C'est la question du consensus et du dissensus sur lequel insiste Kuhn quand il dit qu'un paradigme unit d'abord des savants avant de unifier des idées. Troisièmement, l'existence d'un manifeste. Ça, on a vu ça au XXe siècle 1000 fois. Premier numéro de Acta Linguistica est un manifeste. Il y en a des manifestes. Quand on regarde Prague, 1930, 29, le premier congrès des slavistes, manifeste, tant de points, etc. J'ajouterais La Haye, premier congrès international des linguistes, c'est à mon avis le premier manifeste du cercle de Prague sur lequel, si je vais assez vite maintenant, j'aurai l'occasion de revenir. Donc, des manifestes. Je connais même un manifeste de l'école de Genève en réaction à Acta Linguistica et à la revue de psychologie normale et pathologique, un manifeste pour l'arbitraire du signe. C'est extraordinaire, un manifeste qui s'appelle comme ça, manifeste pour il s'appelle pour l'arbitraire du signe, et il est paru, je crois, dans un des premiers numéros des cahiers Ferdinand de Saussure, en réponse à Benveniste, à Damourette, à Pichon, etc. Pour l'arbitraire du signe. Donc, la forme manifestaire est intéressante aussi parce qu'elle met en relation, bien évidemment, avec d'autres types d'écoles, esthétiques, poétiques, littéraires, etc. Vous voyez un manifeste
manifeste pour la loi du mouvement uniformément accéléré. Je ne pense pas que ça puisse exister, mais dans ton domaine, ça peut effectivement exister. Quatrièmement, une définition large de l'activité collective. Le programme de recherche doit pouvoir être développé. C'est tout le problème qu'évoquait Armand tout à l'heure. Quand à l'ARS, nous devons dire nous avons fait ci, nous allons faire cela. Si on ligote véritablement un programme, on sait très bien que ça ne sera pas apprécié puisque ça ne laisse aucun dynamisme, aucune chance à une créativité quelconque. Si on ne le fait pas, alors on nous dit mais il faut juxtaposer des objets, mais vous ne les articulez pas entre eux. C'est l'auberge espagnole, chacun apporte ce qu'il veut, ça n'est pas une équipe, il y a un défaut de pilotage, etc. etc. Sixièmement, une orthodoxie théorique partagée entre le leader et les convertis, mais tout ça va de soi. Sur le plan de la maintenant, c'est en effet le troisième point, le plan de la diffusion de la recherche. Il faut un ou plusieurs organes de diffusion, revues, collections de livres, des éditeurs, etc. etc. On sait tout ça intuitivement, mais c'est une condition sûrement capitale. Et enfin, sur le plan institutionnel, eh bien, il faut un cadre institutionnel stable dans lequel va s'inscrire l'école de pensée. Donc, ce cadre institutionnel stable dans la science moderne, il est proposé par les universités, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a un très bel article de Bergoglio, ancien des années 80,